Des champs de course au casino, du jeu de grattage au pari en ligne, en passant par l'inévitable loto, nous sommes plus d'un Français sur deux à jouer au moins une fois par an à un jeu de hasard et d'argent. Pour ce nouveau numéro d'Enquête de région, bienvenue à Cabourg, sur la célèbre promenade Marcel Proust qui longe la mer et le casino. Le jeu en Normandie, c'est une histoire qui remonte au 19e siècle avec l'émergence des stations balnéaires. Et aujourd'hui encore, vous allez le voir, on joue beaucoup dans notre région et pas seulement au casino. Tout de suite, le sommaire. Avec le développement du tourisme balnéaire au 19e siècle, villes et villages de pêcheurs normands se transforment en stations UP. Pour occuper la grande bourgeoisie entre deux bains de mer, les établissements de jeux fleurissent avec un objectif, distraire ce beau monde. C'est des foules qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est hallucinant. On ne voit plus ça. Regardez ça. Devant Deauville, devant la gare. Un dimanche. Un dimanche. Pour les stations balnéaires et thermales normandes, l'arrivée des établissements de jeux, c'est le jackpot. Exemple à Forges-les-Eaux, la manne financière que rapporte le casino assure un confortable train de vie à la commune. On est extrêmement fiers d'abord d'être un acteur économique important dans cette ville. On est content de pouvoir faire vivre autant de familles. Pour qu'il reste un plaisir, le jeu se consomme avec modération, d'autant plus quand il est question d'argent. En France, on estime à 200 000 le nombre de joueurs dits excessifs. Antoine est de ceux-là. Il s'est laissé emporter dans le tourbillon des paris sportifs. J'ai gagné environ 8 000 € en 2 semaines. J'ai dû tout dépenser en 3 semaines et demie. Notre clin d'œil de fin est un joueur rouennais devenu créateur de jeux. Sa dernière invention mêle les cartes et la stratégie. Vous le verrez, pour lui, le jeu de société a encore un bel avenir. C'est un secteur qui est en forte progression commerciale. Il y a de plus en plus de gens qui jouent. C'est le plaisir de se retrouver avec des amis, de passer un bon moment avec eux. Pour débuter cette émission, laissons tout d'abord la parole aux joueurs. Le jeu, ce n'est pas forcément du hasard ou de l'argent. Les traditionnels pions et plateaux ont toujours leurs adeptes. Ils reviennent même à la mode. En guise d'éditorial, François Pesquet est allé se frotter aux inconditionnels dans un bar à jeux à Rouen. Comme d'autres font du sport, bricolent ou jardinent, ceux-là jouent. Des asperges, une crevette. Ici, pas question d'argent, de hasard, très peu. Les jeux vidéo, bof, non, ce que ces joueurs apprécient avant tout, c'est la stratégie. J'aime beaucoup les jeux de gestion pour essayer d'optimiser la manière de scorer ou des choses comme ça. Moi, c'est la petite chose qui m'amuse. Je passe rarement plus d'une semaine sans jouer. De ce que j'ai compris, il faut placer ses dés au bon endroit pour récupérer un maximum de mise. Et je sais pas en combien de tours ça se joue. En 4 tours. 4 tours. Mais quel plaisir trouvent-ils donc, ces joueurs, dans leurs cartes, leurs dés, leurs plateaux? Gagner. Je suis assez compétiteur, mais gagner et puis affronter les personnes que j'apprécie. Ah, il manque des murs et il manque des briques. Un maçon. J'adore la convivialité en fait qu'on peut avoir en échangeant un bon moment avec ses copains, qu'on ne retrouve pas sur un ordinateur, qu'on ne retrouve pas sur un jeu à gratter où on est finalement tout seul. Plus bas, à la cave, c'est quiz musical. On va donc faire 9 manches. Chaque manche sera composée donc de 15 chansons. Amy Winehouse, Rehab. Là-bas? Gossip. Ouais. On s'affronte. Le côté mauvais esprit et mauvais joueur. C'est-à-dire un petit coup de triche, un petit coup de fourberie, la stratégie pour gagner. Mime, compétition, fourberie, convivialité, quelques-uns des ingrédients réunis ce soir-là. Et si aucun joueur n'emploiera le gros mot d'addiction, tous reconnaîtront volontiers un appétit effréné de jeu. David Bowie, Heroes. Ah, je l'ai vraiment moi. Toujours à Cabourg, sur la promenade Marcel Proust, nous nous sommes installés devant le Grand Hôtel.
L'histoire qui lie la Normandie et les jeux a pris son essor avec le développement des casinos et des hippodromes. Elle est indissociable du tourisme des bains de mer et de la création des premières stations balnéaires. On va y revenir dans quelques instants, mais avant cela, Erwan, quelques repères sur les pratiques de jeux en France et dans notre région. Avec un premier chiffre, 767 €. C'est la somme jouée en moyenne par un Français chaque année aux jeux d'argent, une dépense en constante augmentation ces 15 dernières années. Et ce sont d'abord les jeux de grattage et l'indémodable tirage du loto qui ont la cote. Ils représentent plus de la moitié des dépenses des joueurs. Viennent ensuite le PMU et les casinos, suivis loin derrière par les paris en ligne. A noter que selon l'Observatoire des Jeux, on joue davantage en Normandie que la moyenne nationale en raison de l'importante présence des casinos et des hippodromes et des nombreux points de vente de la Française des Jeux. Mais comme vous l'entendez souvent, jouer comporte des risques. On estime à 200 000 le nombre de joueurs excessifs en France. La majorité d'entre eux n'est pas soignée pour son addiction ou alors prise en charge trop tardivement. Mais d'abord, revenons au commencement. Ce sont sur ces plages de la Côte Fleurie qu'a germé l'histoire de la Normandie et des Jeux. À l'origine, il s'agissait surtout de divertir la grande société venue se ressourcer au bord de la mer. L'air iodé des immenses plages normandes deviendra un atout dès le 19e siècle. Initiée par les Anglais, la mode des bains de mer va très vite séduire les aristocrates et la haute bourgeoisie parisienne qui apprécient la plage et le massage de l'eau. Devant le succès de ces nouvelles habitudes aux vertus thérapeutiques, de modestes villages côtiers se transformeront un peu partout en stations balnéaires. Dans ces imposantes villas, qui ornent encore aujourd'hui nos fronts de mer, familles et personnel emménagent pour toute la belle saison. De longues semaines où il faut s'occuper en fin d'après-midi, après la plage. Malheureusement, sur nos côtes, de temps en temps, il ne fait pas toujours beau. Et donc, pour les occuper, on va construire ces casinos qui sont au départ des maisons de distraction où on vient danser, on vient lire. Parfois, il y a des salles de spectacle, on va y donner des pièces de théâtre, mais c'est essentiellement des endroits où on veut distraire les gens et les occuper pendant qu'il y a du mauvais temps. Il faut dire qu'à cette époque, l'impératrice Eugénie a redonné des habitudes de cour et tout ce beau monde aime en bonne société s'exhiber. Petit à petit, ces gens aisés vont être amenés à jouer, puisqu'on va y introduire, dès le Second Empire, des jeux comme la boule, le baccarat. Enfin, il y aura aussi les petits chevaux. On joue à des jeux divers. J'ai même découvert qu'au casino de Dieppe, on jouait à un jeu qui s'appelait les toupies hollandaises. Le casino de Dieppe, aujourd'hui disparu, que l'on surnommait alors le Versailles à la mer. Après les premiers casinos en bois, les propriétaires d'établissements qui se sont largement enrichis veulent au début du XXe siècle construire plus beau et plus grand pour attirer la bonne clientèle. Ce sont des gens qui sont très riches, qui vont perdre des fortunes. On y trouve des princes russes, on y trouve des gentlemen anglais, des hommes d'affaires. Alors il y a quelques Normands, bien sûr, qui sont aisés. Par exemple, il y a des rentiers qui viennent jouer comme ça, parce qu'en même temps, ils vont côtoyer une certaine élite aristocratique. Ça, ils sont contents, même s'ils perdent beaucoup d'argent, ils sont contents, ils ont côtoyé cette élite. Mais ce n'est pas la population locale qui va aller jouer dans ces casinos. Au milieu du 19e siècle, une autre idée de jeu naît en Normandie à Cherbourg. Le 25 septembre 1836, la première course de trot, elle aussi inspirée des pratiques anglaises, remportera un immense succès. Trouville se lance aussi dans l'aventure sur sa grande plage, comme nous le raconte ce passionné d'histoire. On construira dans la foulée l'hippodrome de Deauville, sous l'impulsion du duc de Morny. Dans les stations balnéaires, il y a des topographies qui ne permettent pas d'avoir un champ de course pour pouvoir bâtir un hippodrome. Donc à Deauville, ça le permettait, vu la topographie des lieux. Il y avait des marais qu'on a asséchés. Donc il a dit il faut absolument un champ de course pour pouvoir créer des courses et puis divertir les estivants. Une distraction qui remporte un franc succès auprès des femmes. Les hommes jouent, mais leurs épouses, leurs filles ou leurs maîtresses raffolent de ces journées grisantes. Les courses attirent beaucoup de monde et s'ouvrent à la bourgeoisie. On vient du tout Paris en train pour jouer.
c'est des foules qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est hallucinant, on ne voit plus ça. Regardez ça. Regardez ça. Devant Deauville, devant la gare. Un dimanche. Un dimanche. Jusqu'au milieu de la course, le peloton est demeuré compact. Mais voici Kerlor qui soudain se détache avec Obélisque 2. Et c'est sur la ligne droite, un rush magnifique, que Kerlor enlève magistralement. Ils débarquent, ils vont à pied à l'hippodrome. Il y a les buvettes, il y a de quoi se restaurer, il y a des sandwichs, il y a tout ce qu'on veut. On passe une après-midi aux courses et on revient le soir à Paris, sans doute. Oui, Paris-Deauville, alors on doit faire combien? Ça doit faire 4 heures à peu près à cette époque-là. Une ferveur pour le jeu qui aujourd'hui s'est retranchée à l'abri des regards. On peut même croiser sur notre route en Normandie des casinos autrefois pleins de charme sans même les remarquer. Yves Le Couturier, vous êtes historien canet, on vient de vous voir dans ce reportage. À quoi elle ressemblait la Normandie avant l'arrivée des jeux et des casinos sur les côtes normandes? La Normandie est une région essentiellement rurale. On fait de l'élevage, on fait de la culture et il y a quelques industries qui se sont créées au XVIIe, XVIIIe siècle, mais ça reste essentiellement une région rurale. Comment ils ont vécu l'arrivée de ces bourgeois, les Normands, ici? Alors dans ces cités balnéaires, l'arrivée de ces bourgeois qui viennent de Paris se fait grâce au train à partir du Second Empire. Et ils l'ont vécu, je pense, relativement bien, dans la mesure où ça leur a donné une activité économique. Ça a développé tout un tas de métiers, notamment dans l'hôtellerie, les premiers casinos, enfin les plages, enfin tout ça, ça va développer une activité qui va permettre à ces gens de se réorienter, notamment l'été où ils ont peut-être un peu moins de pêche à faire. Les pêcheurs pouvaient vendre leurs poissons, les ruraux venaient travailler, enfin ça a diversifié l'activité économique. Mais est-ce qu'ils jouaient, les Normands, aux côtés des Parisiens? Très peu. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas riches. Il y a quelques rentiers normands qui vont aller jouer au casino, mais le casino est réservé à cette époque-là à une élite. Ce sont des princes russes, ce sont des Anglais qui viennent en Normandie, puisque c'est pas trop loin, et puis essentiellement des Parisiens qui viennent par le train. Est-ce que ces Parisiens, ils auraient été prêts à leur laisser la place ou pas? Ah non, je pense pas. Autant que je me souvienne, je crois que c'est au casino d'Oulgat ou de Langrune, il y avait un jeu qui se développait à l'époque qui était le jeu des petits chevaux. On va voir des ouvriers qui viennent jouer aux petits chevaux. Quelle horreur! Tout de suite, on va interdire le jeu des petits chevaux parce que toute cette élite veut rester entre elles. Entre elles, absolument. Ah oui, les tout à Normands fait. sont mal vus et pourtant ils envahissent un petit peu leur territoire. Ils sont mal vus, sauf s'ils ont de l'argent. D'accord. Ceux qui ont de l'argent, eux, sont bien vus, puisque avant tout, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre pour les casinos. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette ambiance de l'époque? Il ne reste rien parce que maintenant, tout est mélangé. Les casinos se sont démocratisés avec l'arrivée des machines à sous. Donc ça n'est plus seulement... Alors peut-être qu'encore les jeux de la boule, les jeux de poker, les jeux de baccarat sont encore réservés à une certaine élite. Mais les machines à sous, c'est tellement diversifié que c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Le Couturier. Merci. Nous sommes toujours dans ce cadre magnifique, le Grand Hôtel de Cabourg. Si le jeu de hasard est arrivé en Normandie par l'aristocratie et la grande bourgeoisie en smoking, depuis les années 80, il s'est largement démocratisé. Dans les casinos, l'arrivée des machines à sous a ouvert les portes de ces lieux feutrés au grand public, de quoi multiplier les profits pour les établissements, mais aussi les retombées économiques pour les communes. Pour l'illustrer, direction la ville thermale de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime, une ville bien loin des côtes normande qui, vous allez le voir, doit beaucoup à son important casino. Ce matin-là, Forges-les-Eaux se réveillait engourdi. Quelle idée franchement de venir à Forges au milieu de l'hiver quand elles sont gelées, les eaux. Celles qui depuis des siècles ont fait la renommée du pays, minérales et bienfaitrices. Contre l'anémie
et la neurasthénie. Ah, la belle époque de la station thermale. C'était avant le stress et le burn-out. Quoique. Je suis venue à Forges-les-Eaux pour rechercher certaines détentes sur l'éducation de mon médecin pour remédier à la maladie de Paris qui est la nervosité, la contraction. Une fois rafraîchi la mémoire, il faut bien se faire aux réalités. C'est le casino qui a pris toute la place. Adieu l'eau ferrugineuse. Le fer, c'est bien, mais Forges s'est trouvé mieux. Son nouveau métal, c'est l'argent. Ces deux fidèles visiteurs ne vous diront pas le contraire. Eux qui viennent de faire 90 km depuis leur région parisienne pour retrouver leur casino favori, après en avoir essayé quelques autres et gagné. Le premier jackpot qu'on avait fait, c'est à Cannes, 35 000 francs. Et ensuite, on a fait 110 000, 105 000 ici. La responsable, c'est vous? Oui, parce que j'ai gagné, et voilà, hein, c'est ça la première fois. Ouais, c'est le malheur. C'est le bonheur à la fois, mais c'est le malheur parce qu'après, on croit que c'est arrivé. Et puis, voilà, on persiste, mais bon, on passe de bons moments parce qu'on aime bien l'ambiance du casino. Et désormais, pour eux, le casino, c'est forcément Forges-les-Eaux. Bonsoir, monsieur. Forges et son empire. Le groupe Partouche, son propriétaire, l'a baptisé, Bonsoir. plus modestement, son domaine. On va faire un petit tour du propriétaire. Bienvenue au domaine de Forges. Un domaine qui ne cesse de s'étendre depuis 30 ans. Bienvenue à la Folie du Bois des Fontaines. C'est un petit hôtel particulier de 10 chambres, qui est le Forges Hôtel. Partouche rachète et transforme villas et manoirs et se constitue, avec la bienveillance des élus locaux, une vraie baronnie au cœur du pays de Bray. Il n'y a pas de baron ici, il y a un maire. Il y a un maire et un patron de casino, mais il n'y a pas de baron, nous, non. Moi, je suis un républicain quand même. Hein. Poursuivons la visite tout de même. On n'a pas tout vu et c'est dommage car ici, on sait recevoir, c'est la spécialité maison. À Forges, on ne vient pas seulement pour jouer. On y vient aussi maintenant pour se restaurer. On sert quasiment 175 000 couverts à l'année. On y vient pour dormir parce que nous avons des installations hôtelières de grande qualité. On y vient pour travailler. Nous accueillons quasiment 350 séminaires à l'année avec des noms prestigieux. On y vient aussi pour se détendre parce qu'on a un spa et aujourd'hui le bien-être est quelque chose d'important dans la vie de chacun. Et l'ensemble rapporte gros. 6 millions d'euros annuels pour l'hôtellerie-restauration, 28 millions pour les jeux. On est extrêmement fiers d'abord d'être un acteur économique important dans cette ville. On est content de pouvoir faire vivre autant de familles. Vous avez 360 personnes qui travaillent sur la SA Forges Thermale. Donc c'est 360 familles avec des emplois directs, des emplois indirects. Direct, comme pour Cyrielle, la serveuse. Enfant du pays, embauchée très jeune et formée sur le tas. Bon, après, ça rentre et puis après, on y va. Quoi. Non, pas de formation. Vous avez un CDI? Oui, j'ai un CDI aujourd'hui. Ça fait 7 ans maintenant que je suis là. Emploi indirect aussi, comme pour Arnaud, le boulanger de la rue de la République, anciennement pâtissier chez Partouche, qui s'est lancé à son compte et leur fournit son pain 7 jours sur 7. Donc on livre 3 fois par jour. Hein. Donc ça fait une moyenne de 100-150 baguettes par jour. Il n'y a guère plus de 4000 habitants dans ce chef-lieu de canton, qui est aussi une station classée de tourisme. Et c'est comme un privilège, à une époque où tant de communes de cette taille, surtout en zone rurale, souffrent de l'exode et de la déshérence. Mais que voulez-vous, Forges est riche, avec un budget de 7 millions, dont 3 en provenance de son bienfaiteur. Mais c'est un train de vie, vous dira monsieur le maire, qui a ses contraintes. Alors forcément, ça suscite des jalousies par des communes voisines. On dit, ah bah oui, ils ont le casino. Bon. Ceci dit, quand vous avez cette manne qui vous arrive, c'est pareil, vous êtes obligé d'avoir une tenue de ville spéciale. Vous êtes obligé d'organiser des manifestations. Et c'est ainsi que Forges comble son public. Et non, ça n'est pas le bordel, non! Avec force vedette de Paris. Non, vous en faites un peu beaucoup, hein. Tout ça dans son espace de spectacle. Le public y vient parfois de 150 km à la ronde. Et les habitants aussi sont à la fête.
avec des extras, dans les grandes occasions, là-haut, au casino. Le jour de repas des anciens, à Noël, avant Noël. Mais tout le monde participe. Hein. Ils font 2 fois, le samedi et dimanche. Il y a 500 personnes. Alors 250 à chaque fois. Oui, mais c'est gratuit. Hein. Gratuit, prodigue. Est-il besoin de redire que l'on sait recevoir, bichonner la clientèle? Là, par exemple, c'est le petit goûter de 16 heures, gratuit aussi. Certains restent jusqu'au soir, au chaud, et au mieux, passent à d'autres jeux. Mais on se mélange assez peu. Il y a ceux qui ne fréquentent que les tables. Comme cette fidèle, parmi les fidèles, qui vient de Paris 13e. Il y a un bus spécial? Le bus Fort des Jeux. C'est cher? Non, c'est gratuit. Même manger, c'est gratuit. Boire, c'est gratuit. Ici. Dormir au tent, c'est gratuit. C'est bien ici. Vous vous déplacez, vous prenez de votre temps et nous, on vous récompense aussi. On vous remercie, on vous accueille bien. Et vous venez souvent? De temps en temps. Une semaine, 3 jours par une semaine. 3 fois par semaine? Cela dit, elle n'a jamais vu Forges-les-Eaux, elle ne connaît que le casino. Ah oui. Je suis même pas sûr qu'elle ait vu Forges-les-Eaux le jour. Faites vos jeux. Dans Enquête de région, retour dans ce grand hôtel de Cabourg où l'on va continuer à évoquer les retombées économiques des Jeux. Sébastien Delanoë, vous êtes adjoint au maire de Cabourg en charge du développement économique. On vient de voir l'exemple de Forges-les-Eaux. Est-ce que chez vous aussi, le casino, c'est un peu la poule aux œufs d'or? On ne va pas dire que ce soit la poule aux œufs d'or, mais c'est ce qui contribue à alimenter le budget municipal, d'une part, et c'est ce qui maintient aussi une activité, et ça fait partie des loisirs. Ça rapporte combien le casino chez vous? Le casino et l'hippodrome, donc il y a une part des taxes sur les jeux qui sont reversées à la commune, et donc c'est à peu près 1 million d'euros annuels dans les caisses de la ville. Et il n'y a pas que ça comme retombée? Non, les retombées, c'est aussi le soutien aux associations sportives, c'est aussi l'organisation de manifestations locales ou le soutien aux manifestations locales. On va retrouver de la Saint-Valentin en février jusqu'au Festival du film romantique en juin ou les feux d'artifice pendant l'été. C'est-à-dire que ce sont eux qui organisent ces manifestations, qui y participent? Qui participent financièrement de manière importante ou qui organisent directement certaines manifestations, oui. Et ces retombées, elles ont tendance à évoluer, à diminuer ces dernières années? On a eu, comme toutes les stations balnéaires avec un casino, on a eu une baisse très importante depuis 2008. La part des taxes et la part du casino, elle s'est stabilisée, on va dire, dans le budget municipal. Par contre, après, c'est tout l'investissement de l'établissement, que ce soit l'hippodrome comme le casino, dans l'animation de la ville au quotidien et qui contribue à l'attractivité de la ville. Voilà, donc c'est toutes les retombées derrière indirectes. Un touriste qui va venir au casino, qui va venir à l'hippodrome, il va passer la journée à Cabourg, il va consommer dans les commerces, il va aller visiter aussi les communes autour, il va participer aux activités qui peuvent être proposées soit à Cabourg, soit dans les communes autour. Donc ça rentre dans un ensemble aujourd'hui. On ne vient plus pour le casino tout seul, on vient pour le casino et autre chose. Robert Giannini, vous êtes un ancien croupier, notamment à Trouville. Hein. Vous avez vécu ça de l'intérieur, cette évolution des casinos. Vous avez vu une crise arriver ces dernières années? Oui, elle était manifeste, mais bon, des crises, il y en a eu d'autres précédemment. Et c'est vrai que ce qui a été plutôt, je ne dis pas choquant, mais étrange, c'est qu'en règle générale, les crises précédentes, lorsqu'il y a une crise, les gens jouent plus. Et c'est pas le cas cette fois-ci? Et cette fois, c'était pas le cas. Donc, enfin, quand je dis, c'est vrai, c'est manifeste. Il y a une baisse. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Notamment, quand on fait un petit peu l'historique, moi je vous dis, j'ai commencé dans les jeux en 1975 au Casino Rulle de Nice, qui était un grand casino. À l'époque, en France, il y avait de mémoire 135 casinos. 135 casinos, dont presque la moitié n'étaient que des casinos saisonniers. Et aujourd'hui, il y en a presque 200? Aujourd'hui, il y a plus de 200 casinos.
Donc il est évident que si l'argent peut changer, se déplace, peut changer de main, on ne crée pas de richesse particulière. Donc la somme d'argent qui est à dépenser, elle reste la même. Sauf que maintenant, aujourd'hui, au lieu de la partager en 135 établissements, elle est partagée par 200 établissements. Et donc au sein des casinos, l'âge d'or, il est vraiment terminé, c'est votre sentiment? Pour l'instant, il semble que oui. Les casinotiers demandent des jeux, des nouveaux jeux. Pourquoi pas? Mais néanmoins, si ça peut susciter un nouvel intérêt léger, ça n'augmentera pas la somme d'argent qui est à dépenser. Ça, c'est manifeste. Sébastien Delanoë, l'avenir du casino, il est où alors? Est-ce que ce sont des établissements qui vont devenir des établissements de loisirs et plus des établissements de jeux? Quand vous regardez l'évolution des... Je prends l'exemple de Cabourg. Depuis 1850, on a un casino, 55, on a un casino à Cabourg. C'était effectivement pas que du jeu à la base. C'est-à-dire qu'on venait y jouer, mais on venait aussi y voir des artistes. Avec Bruno Cocatrix, c'était le lieu où venaient les artistes parisiens pour l'été et pour les week-ends. Donc c'est vrai qu'on a perdu ce côté-là. Avec l'arrivée des machines à sous, tout s'est reconcentré sur les machines à sous pour des raisons financières évidentes. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que peut-être l'industrie du casino se retourne vers une partie de son ADN qu'il avait peut-être aussi un peu oublié dans le... Mais ça pourrait se transformer au point de disparaître, par exemple ici à Cabourg? Je ne pense pas que vu l'histoire et vu la place du casino aujourd'hui à Cabourg, je ne pense pas que le casino puisse disparaître. Après, évidemment, l'économie évolue très vite aujourd'hui et tout peut se retourner du jour au lendemain, mais on a réussi à passer des crises plus ou moins importantes. Le casino a été fermé quand même à Cabourg au début des années 90 pendant quelques années pour des travaux importants, mais il a réussi à renaître. On a vu aussi son importance dans l'économie locale, on a vu la différence entre les deux périodes. Voilà, donc je pense qu'il a réellement sa place. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un produit parmi d'autres en loisir pour un touriste. Et c'est aussi un espace de loisir pour la population locale. Merci à vous. Merci. On a quitté le Grand Hôtel pour ce bar PMU, le repère des turfistes ici à Cabourg. On vient de le voir, le modèle économique des casinos a largement évolué ces 20 dernières années, concurrencé notamment par les jeux en ligne. On va continuer d'en parler avec notre grand témoin, Laurent Trémel. Vous êtes docteur en sociologie, vous avez travaillé sur le jeu, notamment sur le jeu vidéo. Est-ce que pour vous, le casino a encore un avenir ? Oui, je pense qu'effectivement, si vous voulez, depuis l'arrivée des machines à sous, vous avez dû évoquer cette dimension-là, le casino, je dirais, a vu son public se modifier. Et bon, voilà, le succès est toujours au rendez-vous pour cette institution, si je puis dire. Laurent Trémel, on va retrouver dans quelques instants. D'abord, on va évoquer le jeu en ligne, le jeu virtuel. Mais d'abord, on va s'intéresser à une pratique sociale traditionnelle. Ce sont les lotos de campagne. Frédéric Nicolas, notre journaliste, s'est prêté au jeu tout un dimanche après-midi, un dimanche d'hiver dans l'Eure à Acquigny. Un dimanche de fin janvier, temps gris et pluvieux. J'ai décidé d'aller jouer au loto. Dans la campagne normande, on m'a dit que je pourrais trouver mon bonheur. Cap sur Acquigny dans l'Eure, près de Louviers, au gymnase communal. On choisit comme on veut, c'est ça Oui. Là, vous avez à l'unité ou alors à la planche entière. D'accord. Donc 20 € pour le monsieur. Oui, bah oui, effectivement, ouais, je me suis trouvé. Ok. Bon, bah c'est parti donc pour toute une après-midi de jeu. 12, 14, 15, j'ai 17 cartons. J'espère que je vais pas trop m'emmêler les pinceaux avec tous ces chiffres. Donc, pour pouvoir gagner, il faut bien sûr avoir le dernier numéro sorti. Chut. Que ça soit sur une ligne, 2 lignes, 3 lignes ou le carton. Les personnes qui n'auront pas bien écouté et qui auront démarqué paieront un coup à tout le monde pendant la pause. 69, 49, 25, 83. De la rigueur, de la concentration, de la technique, des accessoires appropriés et la convivialité aussi tout de même. Le 16. Qu'est-ce qui vous plaît dans le loto ? L'ambiance, le fait d'être réunis avec des amis, le fait de gagner, bien sûr. Vous sentez là que vous allez gagner aujourd'hui ?
Bah j'espère, en tout cas. Et ce sont vos cartons fétiches. Voilà. Comme là, vous voyez ce carton, le carton jaune, là, il comporte ma date de naissance, 30-10-63. D'accord, donc comme ça, je connais votre âge. Ouais, voilà. Laurent est tombé dans la marmite tout petit en accompagnant ses parents. Devenu adulte, il fréquente les lotos assidûment, une fois par mois, voire 2 à 3 fois par week-end. Beaucoup d'habitués à vrai dire, et pour certains, ça peut même devenir un métier. Le 2. Oh, il y a un petit perroquet là. Un jour, avec mon mari, on a été jouer au loto à Aubevoie. Voilà, ça nous a plu. Voilà, on avait 2-3 cartons parce qu'on ne savait pas y jouer. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué comment ça fonctionnait. Bon, après, je ne suis pas sorti de Polytechnique, bien sûr. Hein. Quand je ne travaille pas, je joue. Pour me détendre. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, non, je joue. Oh là là. On continue sur une ligne avec une brosse soufflante. 22. Le 9. Allez, le 9. On y croit là, hein, Liliane. Hein. 80. 31 parties en une après-midi, heureusement qu'il y a des pauses. Avant, on mangeait plein de bonbons et maintenant, on a arrêté. Vous êtes très raisonnable maintenant, c'est ça? Très raisonnable. Exagérons rien. Mais maintenant, on mange. On mange, on goûte. On a des chocolats parce que c'est après Noël. Allez, donc les personnes qui ne jouent pas, merci de respecter celles qui jouent. C'est parti. Sur 2 lignes, ça sera pour l'appareil à pizza. On se concentre. 10, 21, 58, 65. C'est bon? Merci, madame. Moi, je suis toute seule, ça m'occupe. Ouais, c'est pour ça aussi que vous venez? Comment? C'est pour ça que vous venez aussi au loto? Je vais passer une après-midi. 2 tables derrière, c'est une toute autre histoire. On y allait chacun de notre côté, puis un jour on dit que de prendre 2 voitures, on va en prendre qu'une. Et puis ben, c'est comme ça qu'on s'est connus. Pour ça, j'étais un rigolant, je l'ai gagné au loto. 49. 61. 68, 61. Merci, hein, Liliane. 34. Bon, finalement, je n'ai pas gagné. 67. Ce dimanche-là, ils étaient plus de 150 à s'être donné rendez-vous pour 5 heures de jeu acharnés. À la santé, hein. Les vendredis, samedis et dimanches à venir, ils seront tout autant, voire plus, dans d'autres communes de la région. Quitte à faire plusieurs dizaines de kilomètres. C'est ça aussi, la passion loto. Dans Enquête de région, retour dans le bar PMU de Cabourg avec notre grand témoin, Laurent Trémel, docteur en sociologie. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ces lotos de campagne à l'heure des jeux en ligne ? Justement, moi, je me suis plutôt intéressé aux jeux en ligne, à la socialisation en ligne. Donc là, j'ai été interpellé par ce que j'ai vu. Je ne connaissais pas cette pratique. Vous ne connaissiez pas? Je ne connaissais pas, je connaissais les jeux. Mais si vous voulez, je ne savais pas qu'effectivement, comme ça, il y avait des rassemblements apparemment riches en sociabilité, hein, avec une dimension néanmoins marchande, qui n'est pas... puisque effectivement, on voit des gens quand même qui jouent de l'argent, qui ont des lots. Donc si vous voulez, moi j'ai... Ça ressemble aux jeux en ligne ? Non, non, si vous voulez, là, ce n'est pas vraiment le même univers, c'est pas le même non plus, le même imaginaire. Néanmoins, hein, si vous avez lu un certain nombre de mes travaux, moi je me réfère beaucoup quand même au parallèle qu'il y a aujourd'hui entre les développements de différents jeux, que ce soit en ligne ou les jeux de paris traditionnels, et le développement d'une crise sociale endémique depuis le milieu des années 70. Donc là, je pense qu'il y a peut-être aussi un rapport, si vous voulez, entre une société en crise et le développement de ces lieux où on peut gagner des lots pour certains d'entre eux qui ont l'air d'être assez sympas, quoi. Mais malgré tout, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont jouer en campagne au loto ou qui vont jouer en ligne. Alors, ça peut être potentiellement les mêmes, mais là, effectivement, je pense qu'on a un public quand même plutôt d'habitués, un public familial, un public populaire, qui s'intéresse à la pratique, qui passe beaucoup de temps, tout un après-midi. Et je pense que la dimension de la socialisation, la dimension des rencontres, des conversations entre les personnes est très, très importante. On voit un public, là, avec une sociabilité qui me semble riche, oui. Qui sont les gens qui jouent en ligne, du coup, l'opposé de ceux qui vont jouer au loto en campagne? Si vous voulez, il y a plusieurs publics qui peuvent jouer aux jeux en ligne et tout ça dépend beaucoup du site en question.
Les publics qui vont jouer sur le site pmu.fr ou sur les sites de la Française des Jeux n'est pas forcément le même public qu'on va trouver sur les jeux de casino en ligne, ou encore, puisque c'est là-dessus aussi que j'ai beaucoup travaillé, ce public plus jeune qui va s'intéresser aux jeux en ligne, mais plus jeux de rôle en ligne type World of Warcraft ou d'autres pratiques de ce type, qui sont aussi aujourd'hui très importantes pour la socialisation des gens. Alors vous parlez de socialisation, vous parlez de crise sociale également. Comment est-ce que l'on explique le besoin que certains ou que nous tous avons besoin de jouer ? Écoutez, il me semble quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, un processus très fort s'est structuré socialement. C'était celui de la mobilité sociale et de la mobilité sociale ascendante. C'est-à-dire, les personnes pouvaient espérer que leurs enfants connaissent un devenir qui était meilleur que le leur. Par exemple, on a vu effectivement une partie des ouvriers, les enfants devenaient employés, cadres moyens, tout ça, ça a bien marché dans la période des 30 Glorieux, donc jusqu'au milieu des années 70, et puis petit à petit, avec une accentuation depuis quand même le début des années 2000, voilà, la crise est arrivée, avec au niveau de la jeunesse un pourcentage très important de chômeurs, bon, aujourd'hui quand même en France près de 20%, le développement aussi depuis une dizaine d'années des emplois précaires, et si vous voulez, aujourd'hui le processus de mobilité sociale est cassé, alors que dans l'imaginaire social, il y a toujours cette volonté de gagner de l'argent, de progresser socialement. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment possible pour une bonne partie de nos contemporains dans la vie réelle, et donc apparaissent, si vous voulez, des palliatifs. L'idée, c'est un peu de faire rêver les personnes qui vont se connecter, et avec l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Et donc ces sites vont vous annoncer des bonus faramineux, et vous voyez par exemple, quand vous vous connectez sur certains de ces sites, on voit bien quelle clientèle est visée, parce que vous êtes totalement dans le virtuel, ce sont des sites, mais vous allez avoir un décor type casino prestigieux de Monte-Carlo ou autre, vous allez avoir des hôtesses sexy sur le site de ce casino que par définition vous ne rencontrerez pas, donc tout est fait quand même, voilà, pour quelque part influencer votre psychisme. Et tout est virtuel, vous dites, voilà. Ça veut dire que ça n'est plus un élément de sociabilisation, le jeu ? Alors là, en plus de ça, vous voyez, sur certains de ces sites en ligne, vous avez ce qu'ils appellent des coachs personnels. Donc vous pouvez chatter avec des personnes qui vont soi-disant être un peu vos aides. Mais voilà, tout ça se passe dans le virtuel. Et si vous voulez, c'est vrai que dans les bars PMU, ou ce qu'on a vu là par rapport à ces jeux de loto, il y a un environnement social qui est présent. Donc il peut encore y avoir, quand une personne joue beaucoup et perd, ce qui en général est quand même assez souvent le cas, voilà, l'environnement social peut interagir. Là, vous êtes seul devant votre ordinateur avec un environnement qui est construit pour vous pousser à jouer. Et quand vous perdez, ce qui est bien souvent le cas, à essayer de vous refaire, donc on va vous filer des bonus, tout ça, des bonus qui parfois ne vous seront pas reversés. Il faut voir toutes les polémiques qu'il y a sur ces sites. Oui. Je précise bien, là on est dans les sites hors Europe. Ça, ces bonus là dont vous parlez, ça pousse à l'addiction. C'est vraiment ce marketing là qui pousse à l'addiction. Oui, enfin, au début des années 2000, les psychologues ont travaillé sur les jeux en ligne et justement on se sont rendu compte que ces jeux potentiellement étaient très addictifs. Donc sur les sites qui sont en France, les sites que j'évoquais tout à l'heure, PMU.fr, la Française des Jeux et d'autres, il y a des messages invitant à la prudence, on peut auto-réguler, je dirais, ses mises pour faire en sorte de ne pas être ruiné. Alors que sur les autres sites très controversés, notamment les jeux de casino en ligne, qui sont situés en dehors de l'Europe, il n'y a pas vraiment de régulation. Et là, on tirait bien tous les procédés, y compris des algorithmes dont les détracteurs disent qu'ils sont truqués, programmés pour faire gagner les gens quand ils n'investissent pas d'argent et programmés pour les faire perdre en s'adaptant à leur stratégie de jeu quand ils commencent à investir de l'argent, là effectivement le but, si vous voulez, c'est que les gens soient là et puis dépensent de l'argent et au bout du compte perdent, mais tout en leur donnant l'espoir de gagner beaucoup. En affichant des bonus très importants. Par exemple, vous voyez 2000, 3000 euros de bonus, voilà. Donc c'est intéressant de voir toutes les controverses qu'il y a actuellement. Et si vous voulez, voilà, moi j'étudie ces éléments-là, pour essayer un peu de comprendre comment, au travers du virtuel, il y a des éléments significatifs de cette société numérique qui se développe sous nos yeux. Merci. Merci. Pas simple, effectivement, de s'arrêter quand on est pris dans le jeu. Pour poursuivre la réflexion, nous nous sommes déplacés, toujours à Cabourg, dans une salle de jeu. Ici, on vient pour le loisir, rien à gagner, à l'opposé des jeux d'argent, dont la pratique excessive peut conduire jusqu'à l'addiction.
Comment devient-on accro? Un jeune joueur a accepté de nous raconter comment il s'est laissé entraîner dans le vertige des paris sportifs. En fait, c'est très simple. Je vais sur une application qui s'appelle Flash Résultats. Je vous montre. Il y a tous les sports. En fait, ça me permet d'analyser les matchs, de regarder l'état de forme des équipes, des joueurs. Ça me permet de voir leur différents matchs. Le premier départ, il est en tête, c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. Au bout de 6 mois, 1 an, j'avais déjà pris conscience que j'allais commencer à être addict parce que mon cerveau il était quand même pas mal omnibulé par les paris, donc j'étais quand même souvent en train de checker, de regarder, déjà d'analyser, et ensuite de ça, une fois que les matchs sont en direct, je suivais le score en direct live. Donc par exemple, imaginons j'étais en cours, en pleine nuit, ça m'arrivait de me lever pour suivre les matchs, au lieu de dormir. Le sport, Antoine adore. Il le pratique en amateur, il le suit en expert. Il y a 3 ans, un camarade de lycée lui propose de valoriser ses connaissances dans le domaine en pariant. Très vite, le plaisir devient souffrance. Antoine s'isole, perd le sommeil, sabote ses études, néglige sa famille, ses amis. L'évidence lui apparaît, il a besoin d'aide. J'étais lucide sur la situation, je savais très bien que j'étais pas normal de jouer autant. Après, c'est quand même un grand pas parce qu'il faut quand même accepter de... Bon, dans sa tête, je le savais que j'étais malade, mais il faut accepter en plus d'en parler à quelqu'un à l'extérieur et de lui dire oui, clairement, je suis malade, quoi. Donc il y a ton cerveau plus la personne qui est en face à qui tu le dis, quoi. J'ai claqué pas mal de thunes dans le jeu. Cela fait 3 mois qu'Antoine n'a pas consulté le docteur Baguet. Ils font le point. J'ai gagné environ 8 000 € en 2 semaines, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais dans l'euphorie totale, plus du tout dans la réalité des choses. Et au lieu de mettre l'argent de côté sur un compte, de puis y toucher et être mature et faire quelque chose de sensé, j'ai dû tout dépenser en 3 semaines et demie. 3 semaines et demie pour tout reperdre. Et le processus de sortie de l'addiction n'a commencé que quand Antoine a accepté de partager son cauchemar avec ses proches. Je leur ai révélé que j'y pensais tout le temps, que des fois j'en rêvais la nuit, je rêvais la nuit de gagner le pactole, du grand n'importe quoi. Au final, je me réveillais, je faisais des rêves, je me réveillais dans les billets, du grand délire, quoi. Mon cerveau il se déconnectait quand même de la réalité. Ça a pu aller jusqu'à avoir des idées de suicide ou des idées de se faire du mal ou des... J'ai pas eu vraiment d'idées de suicide, j'ai eu des idées noires, je me sentais pas bien à des moments, vraiment pas bien, quoi. Parce que je me disais, ça va pas, t'es totalement malade, tu joues des sommes que t'as pas. Jeux, tabac, alcool, drogue, sexe. Si le docteur Baguet accepte de traiter toutes ces addictions, c'est qu'elles obéissent selon lui au même processus. Quand on consomme un verre d'alcool, quand on consomme de l'héroïne et qu'on est héroïnomane, quand on joue et qu'on est addicté au jeu, on allume son circuit de la récompense de façon assez mécanique. Et c'est l'intérêt recherché évidemment par la personne qui fait ça. On ne joue pas au jeu pour avoir des complications ou des dettes, on ne consomme pas de l'alcool pour avoir une cirrhose, et on ne s'injecte pas de l'héroïne pour avoir l'hépatite C. Hein, on est bien d'accord. Par contre, effectivement, il y a cet aspect positif vu par l'usager. Hein, c'est ça qui motive sa conduite et c'est ça qui fait, sur le plan biologique, la partie commune, ce tronc commun des addictions. Antoine préfère ne s'en prendre qu'à lui-même. Mais il reconnaît que les dealers légaux de paris sportifs ont plus d'un tour dans leur sac pour provoquer l'accoutumance. Quand on est même sur un site de paris, on voit bien qu'ils nous incitent à consommer du pari sportif, ils nous incitent à jouer, ils nous proposent des offres en permanence, ils nous envoient des mails comme quoi c'est la semaine type, on gagne, on a des augmentations de cotes. Du coup on se dit bah tiens, je vais parier sur des grosses cotes. Il y a la société, de toute façon les sites sont faits pour que tu perdes énormément d'argent, quoi. Ça, il n'y a pas de doute, quoi. C'est comme quand tu rentres dans le casino et qu'il y a plein de lumière, que tu n'as pas une horloge, bah, c'est pareil sur le site de paris en ligne, quoi. La guérison totale, Antoine l'espère sans trop y croire. Il est parvenu à limiter ses mises. Pour lui et sa famille, c'est déjà beaucoup.
Shirley Auguste, vous êtes psychologue à Caen dans une association de prévention de l'addiction. Est-ce que vous croisez souvent des personnes comme des joueurs excessifs comme Antoine ? Assez peu, puisque cette problématique-là est assez peu représentée dans nos soins, dans nos structures de soins, mais en effet, on en croise. Qui sont les gens qui viennent vous voir alors ? Alors, ça peut être des hommes, des femmes, des plus jeunes ou des moins jeunes, qui à un moment prennent conscience qu'ils ont trop abusé dans cette problématique de jeu, soit parce que la famille met un veto, soit parce que l'employeur trouve que les temps de jeu sont trop importants et il y a même des absences au travail, soit il peut y avoir aussi des idées noires qui peuvent apparaître au fur et à mesure du jeu. Il leur faut un déclic pour venir vous voir ? Oui, absolument. Oui, il faut un déclic. Bien souvent, assez souvent, on leur a dit tu joues un peu trop, ça suffit pas. On constate que le dossier de surendettement, par exemple, peut être une voie d'entrée. Il y a quelque chose qui marque une rupture. Qu'est-ce qui les réunit, ces joueurs excessifs ? Ils ont une très très grosse appétence à vouloir gagner beaucoup d'argent dans le fantasme qu'ils puissent se refaire une vie, accéder à quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont basculé dans l'addiction ? Quel processus il y a eu ? Alors au départ, ils étaient comme vous et moi peut-être, des simples joueurs avec la tentation de pouvoir gagner un petit peu. En général, il y a une grosse mise et un gros gain qui fait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Et puis de fil en aiguille, les sommes se réitèrent, le temps de jeu alloué est de plus en plus important, il y a des problèmes de sommeil et puis il y a des problèmes dans toute la vie qui peuvent apparaître. Mais tout est fait par les professionnels du jeu pour qu'ils tombent dans l'addiction, pour qu'ils tombent dans ce tourbillon ? On n'a pas la sensation que tout est fait pour qu'ils tombent dans le tourbillon, on a plus la sensation que ça vient répondre à quelque chose qui est plutôt interne, personnel. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui le cherchent ? Alors, c'est pas eux qui le cherchent exactement, c'est plutôt eux qui tombent dans un piège, le piège de se dire que ça va être nécessairement meilleur grâce à ça et qu'ils n'ont pas les ressources internes, personnelles pour pouvoir le développer par eux-mêmes. Bon alors vous soignez, du coup vous suivez en tout cas des joueurs excessifs, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors nous on propose un premier temps de groupe où on fait un travail motivationnel et dans le groupe on propose d'autres formes de solutions donc, qui peuvent être de rencontrer un psychologue, qui peuvent être de rencontrer un médecin et puis qui peuvent être de travailler sur les pensées erronées qui peuvent exister dans leur pratique de jeu. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les joueurs excessifs s'en sortent grâce à vous ? Oui, ça peut. C'est évidemment pas toujours le cas. Ce qu'on sait, c'est aussi que ça peut assez vite marcher, mais qu'il va falloir un travail au long cours, un suivi d'assez longue durée. Ça peut prendre combien de temps ? Ça peut prendre toute une vie. Ça peut prendre toute une vie, d'accord. Merci, Shirley Auguste, merci. Merci. On vient de le voir, le jeu, c'est parfois des risques. Heureusement, pour la grande majorité d'entre nous, c'est d'abord le plaisir d'un bon moment partagé en famille ou entre amis. À cette vision du jeu, Frédéric Bizet aime ajouter un peu de stratégie et de malice. Notre clin d'œil de fin a élaboré un jeu de cartes inspiré de l'univers médiéval. On le retrouve tout de suite avec Erwan. Frédéric Bizet, vous êtes rouennais, votre jeu le voici. Guild, c'est votre premier jeu, il vient tout juste de sortir. Qu'est-ce que c'est comme jeu ? C'est un jeu de cartes, visiblement. Oui, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu qui représente une élection dans une ville médiévale fantastique qui s'appelle Port-Île. Et c'est une élection 3 tours de scrutin. Et à l'issue des 3 tours de scrutin, le joueur ou la joueuse qui aura le plus de voix sera élu magistrat de la ville. Pour faire très court, en fait, on pose des cartes. Chaque carte représente un artisan. Et puis, si on a la majorité d'un type d'artisan, eh bien, on a les points qui vont avec. Et puis, celui qui a le plus de points, il est élu maire de la ville. Exactement, voilà. C'est un jeu de majorité. Combien de temps il faut pour faire un jeu comme celui-ci ? Moi, il m'a fallu 3 ans. Entre l'idée de départ et l'arrivée dans les boutiques, il s'est écoulé donc 3 ans. 3 ans, mais ce n'est pas un travail quotidien non plus. C'est des idées, c'est des phases de test. C'est des phases où on laisse le jeu se reposer et puis on le reprend.
Vous-même, vous l'avez testé avec vos amis, ce jeu, avant de le commercialiser? Exactement, oui. Alors on a une idée, on la met en pratique, on teste avec ses amis, c'est là qu'on se rend compte ou pas que ça marche bien. Et puis on commence à y croire, à développer les idées et puis à jouer avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, justement pour avoir des avis extérieurs. Et qui est-ce qui joue à un jeu comme celui-ci? Alors, les jeux modernes comme Guild, c'est un public plutôt jeune, plutôt masculin, avec un niveau d'éducation assez élevé, enfin, les CSP+, comme on dit. Ce sont les mêmes joueurs que le Monopoly? Alors, le Monopoly, c'est plutôt familial. Les jeux, un jeu comme Guild cherche toujours à s'adresser au plus grand nombre, mais c'est plutôt des gens qui sont dits connaisseurs. Et parce que c'est stratégique, parce que c'est un peu compliqué? C'est plus compliqué que le Monopoly. Le Monopoly a la chance les règles se transmettent de génération en génération, on peut dire. Là, il faut faire l'effort de découvrir une règle et d'expliquer à son groupe de joueurs. Alors des jeux en ligne, des jeux vidéo, est-ce que ce type de jeu a encore son public, son intérêt? Oui, tout à fait. Les chiffres le démontrent. Enfin, c'est un secteur qui est en forte progression commerciale. Il y a de plus en plus de gens qui jouent. C'est le plaisir de se retrouver avec des amis, de passer un bon moment avec eux, de réfléchir aussi et puis de s'amuser. Merci. Merci. Mario. Moi, je prends Mario. Du casino aux jeux en ligne, de l'hippodrome à la loterie, l'offre de jeux n'a jamais été aussi variée qu'aujourd'hui et les gains qu'il génère aussi importants. Chaque année, l'activité rapporte 10 milliards d'euros à l'industrie du jeu. C'est la fin de cette enquête de région, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet. En mars, nous nous poserons une question dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Le travail, est-ce vraiment la santé ? Moi, je freine pas. Hein. Tu freines, toi? Non. Déjà, j'arrive à rester sur la piste. T'es où, là? T'es devant moi ou... Non, oui, c'était bon. Quatrième.